Au cours des 2 derniers jours, on observe un changement assez radical de la part de Trump concernant la participation des États-Unis d'Amérique et en général de l'Occident dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Trump a publié sur Truth Social une déclaration qui change radicalement la politique des États-Unis concernant la Russie et l'Ukraine. Je vais prendre un extrait. Je pense que l'Ukraine, avec le soutien de l'Union européenne, est capable de se battre et de récupérer tous ses territoires, de ramener l'Ukraine à sa forme initiale. Waouh, l'Ukraine, avec l'aide de l'Union européenne, c'est-à-dire les armes des États-Unis, sera capable de repousser les troupes russes de tous les territoires occupés. Bon, à qui ce message est-il adressé? Évidemment, c'est clair, oui. Donc à Monsieur Poutine, c'est-à-dire, voilà Monsieur le Sanguinaire, comme il s'est avéré, le dirigeant de la Russie. Nous pouvons fournir à l'Ukraine autant d'armes que nécessaire pour faire fuir ton armée. Eh bien, Rozvorotik, comme on dit chez nous, tu es le 3e. Le président Trump comprend que nous devons exercer plus de pression sur lui. La pression de l'Europe n'est pas suffisante. Ce sont nos partenaires, mais ce n'est pas assez. Nous avons besoin de pression directement sur Poutine et nous comptons sur les sanctions des États-Unis. Comment décririez-vous l'évolution de la position du président Trump jusqu'à sa position actuelle avec le président Zelensky? Eh bien, je pense que vous voyez la frustration et le mécontentement du président, honnêtement, envers Poutine. Il a passé d'innombrables appels téléphoniques. Nous avons eu des sommets en Arabie Saoudite, en Turquie, en Alaska, évidemment. Et écoutez, au bout du compte, Poutine doit mettre fin à cette guerre. Le président a exprimé très clairement son intention. Ce que vous voyez maintenant, c'est sous l'insistance du président, l'Europe s'active de plus en plus. Ils consacrent désormais 5% de leur produit intérieur brut. Pendant de nombreuses années, ce n'était même pas la moitié, c'était seulement un tiers, ce qui correspondait au niveau minimum de 2%. Donc, ils s'activent, ils achètent nos armes, ils assument davantage de responsabilités pour leur propre sécurité. Finalement, Poutine recevra le message d'une façon ou d'une autre. Autre point, Brian, que nous devons souligner. Le président l'a mentionné dans son discours d'hier. L'Europe ne peut pas acheter le pétrole et le gaz russe alors qu'elle demande de l'aide pour lutter contre cette guerre. Et cela doit cesser. Faut-il lever les restrictions sur les armes fournies à l'Ukraine et autoriser l'usage de missiles longue portée contre leurs envahisseurs? Eh bien, je vais laisser cela, voyez-vous. Je vais laisser cela au président, au secrétaire Hexet, au secrétaire Rubio. Tant qu'ils travaillent à cela dessus avec l'OTAN. À la fois avec l'OTAN et avec les Ukrainiens concernant ces restrictions. Mais l'essentiel ici, c'est que le président fera tout ce qui est nécessaire et changera de position si besoin pour mettre fin à cette guerre. Les mots les plus importants sont que le président va désormais tout faire. Il fera tout ce qui est possible, changera de position, autorisera l'utilisation des armes, renforcera les sanctions pour mettre fin au massacre, qui, en fin de compte, n'a pas vraiment de rapport avec l'Amérique. Mais seulement si l'Europe arrête de financer Poutine. Regardez les lignes de front actuelles, ce sont les frontières depuis l'invasion, voilà où en est la guerre. C'est ce à quoi ils veulent résister, et c'est la ligne que l'Ukraine a principalement tenue. Maintenant, regardez Mike, si vous êtes ambassadeur, si vous regardez les endroits où ils ont violé l'espace aérien des alliés de l'OTAN, cela ne s'était jamais produit auparavant. Le président a déclaré hier ce qu'il conseille à nos alliés. Selon vous, les pays de l'OTAN devraient-ils abattre des avions russes dans leur espace aérien? Oui. Je suis d'accord. C'est aussi la première fois que cela a été dit, d'ailleurs. Et penses-tu que l'OTAN doit immédiatement détruire les avions qui ont violé notre espace aérien? La réponse a été courte, instantanée et précise. Oui. À votre avis, comment la Russie perçoit-elle cette déclaration? Eh bien, tout d'abord, c'est du bon sens venant du président. Nous en avons discuté lors de ma première réunion du Conseil de sécurité lundi, organisée par les Estoniens. Entre les violations de l'espace aérien de la Roumanie, de l'espace aérien de la Pologne et maintenant de l'espace aérien de l'Estonie. Moi, je pense que Poutine et les Russes doivent comprendre le message du président, qui est très sérieux et ne plaisante pas. Les Iraniens ont découvert à leurs dépens qu'ils manient habilement la carotte et le bâton. La réaction de Zelensky face au changement de direction. Remarquez à quel point il est satisfait intérieurement. Comment il essaie de rester.
Cool ne le fera pas. Partager tout cela. Les détails? Je ne vais pas partager tous les détails de notre discussion, mais elle a été bonne. Il y a certains points concernant le champ de bataille. V doit suivre. Je pense que le président aime. Il connaît certains détails et monsieur. Je pense qu'il connaît plus de détails que monsieur d'habitude. C'est inhabituel, je veux dire, par rapport à avant. Et j'en suis satisfait et je lui en suis reconnaissant, ou peut-être aussi à ses collaborateurs qui l'ont informé. Et je lui ai un peu expliqué ce qui se passe et il était d'accord avec moi sur ce qui se passe sur le champ de bataille. Et c'est très important dès le tout début. Je voulais que le président sache et ressente ce que nous ressentons et c'était une très bonne conversation. C'était aussi à propos de l'état moral des soldats russes. Et je suis aussi très heureux que les informations dont dispose le président Trump soient très proches de celles que nous avons. Zelensky. Il pensait que Trump ignorait ce qui s'était passé et ce qui se passait. Bien sûr, Trump connaissait à la fois les détails et les nuances. Trump savait, mais c'est juste que les objectifs de Zelensky et de Trump ne coïncidaient pas. Hésitant estètique et sobesnobres. Maintenant, après de longs mois de jeu de Poutine, Trump a décidé que si cela ne fonctionne pas en douceur, alors il agira de manière plus ferme. Je pense qu'il est maintenant plus proche de cette situation et donc... Et il n'y a entre nous que Trump. Pote, Pour aujourd'hui, nous ne voyons ni ne ressentons cela, et j'en ai parlé avec le président. Nous ne ressentons pas cette influence, car nous ne voyons pas la volonté de la Chine de mettre fin à cette guerre. Je ne ressens pas ça, ils ne sont pas intéressés. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Nous pouvons tous prétendre être experts, moi y compris, et dire que c'est à cause de l'économie, de l'histoire, etc. Mais nous ne savons vraiment pas, mais nous voyons et ressentons qu'ils ne sont pas intéressés. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'aujourd'hui, je vois que Trump est celui qui change les règles du jeu. Et Xi Jinping peut aussi avoir de l'influence sur la Russie, parce qu'il en a. Parce que s'il n'a pas Trump, je parle de Poutine, et qu'il n'a pas l'Europe non plus. Et aussi si son économie... Tout d'abord, si l'économie énergétique, surtout, n'a pas de marché en Chine, oui, cela signifie que tout... exactement, il reste en surface. Si la Russie perd un acheteur, l'un des deux plus grands acheteurs russes, la Chine et l'Inde, alors l'économie russe s'effondre et avec elle tous les acquis s'envolent. Probablement le poste et peut-être même la vie du chef. Hier, un événement majeur a eu lieu à New York sur la scène mondiale. Trump a interpellé les alliés de l'OTAN à l'Organisation des Nations Unies sur leur rôle dans la guerre Russie-Ukraine. Cela s'est produit alors qu'il était de plus en plus mécontent du président Poutine. La Chine et l'Inde sont les principaux sponsors de la guerre en cours, continuant d'acheter du pétrole russe. Mais, ce qui est impardonnable, même les pays de l'OTAN n'ont pas cessé d'acheter de l'énergie et des produits énergétiques russes. Comme vous le savez, j'ai appris cela il y a 2 semaines et je n'étais pas satisfait. Réfléchissez-y. Ils financent la guerre contre eux-mêmes. Qui a déjà entendu parler de ça? Et nous avons la chance d'accueillir dans notre studio le ministre de l'Énergie, Chris Wright. Puis-je vous faire écouter la présidente de la commission de la Fondation Leyen, qui n'a pas contredit Trump sur ce point? Le président Trump a raison, nous en sommes fiers. Nous avons déjà considérablement réduit les livraisons de gaz en provenance de Russie. Nous avons complètement arrêté d'importer du charbon russe. Et nous avons également fortement réduit les livraisons de pétrole. Mais il y a encore quelques livraisons sur le continent européen. Alors, que faisons-nous maintenant? Nous imposons des sanctions contre les ports, d'où, par exemple, provient le gaz naturel liquéfié de Russie. Nous voulons imposer des tarifs sur le pétrole encore livré, selon son point d'entrée dans l'Union européenne. D'accord, c'était beaucoup de mots. Elle dit qu'ils vont agir. Oui, en Europe, ils agissent, moi je sais, pour exclure l'énergie russe. Peut-être pas aussi vite que nous le souhaiterions. L'Amérique est aujourd'hui prête à remplacer tout le gaz et tous les produits pétroliers russes arrivant en Europe. J'y ai passé 6 jours à rencontrer les dirigeants européens et à leur assurer que nous sommes prêts à répondre à leurs besoins. L'agenda du président Trump vise la paix.
en privant Poutine de ses ressources pour y parvenir. Mais sa proposition, et je comprends qu'il faut peut-être la réduire un peu pour ne pas punir des millions et des millions de personnes, mais sa proposition consiste à arrêter les livraisons de gaz naturel liquéfié, vers l'Europe en janvier 2027. La réduction dure 16 mois. En tant que ministre de l'Énergie, trouvez-vous ce délai raisonnable ou trop long? Oui, notre réponse est que nous pouvons et devons le faire bien plus rapidement. Parce que le gaz qui n'est pas envoyé en Europe, qui n'est pas vendu en Europe, ne peuvent pas le rediriger ailleurs. Surtout le gaz transporté par pipeline. L'Europe. Mesdames et messieurs, comment appelait-on une prostituée? En fait, la France, c'est exactement cela. Nous, mais voilà le compte d'Ursula. Nous arrêtons d'acheter du gaz russe et des produits pétroliers jusqu'au bout. Eh bien, j'étais sûr qu'ils allaient se dire l'année, mais rien de tout ça, que dalle. Jusqu'à la fin de l'année prochaine, c'est-à-dire encore 15 mois. Nous allons donner de l'argent à la Russie pour acheter du matériel militaire, des armes et ce genre de choses, afin de bombarder l'Ukraine. Bien que les États-Unis aient immédiatement proposé, à partir du 1er janvier 2026, de remplacer totalement tout ce que l'Europe achète à la Russie, de remplacer totalement tout ce que l'Europe achète à la Russie. Mais non. On a l'impression que l'Union européenne veut que la Russie détruise le plus d'infrastructures possibles en Ukraine et tue le plus d'Ukrainiens possible. Peut-être pour compliquer la reconstruction des usines et l'introduction de nouvelles technologies, afin que l'Ukraine ne devienne pas une concurrente de l'Allemagne et de la France. D'ailleurs, ce qui réjouit Volodymyr Zelensky, c'est que, selon la constitution ukrainienne, il peut rester dans le fauteuil présidentiel pendant toute la durée de la guerre. Eh bien, en quelque sorte, oui, on peut dire ça comme ça. La guerre dure depuis 28 ans, on reste assis pendant 28 ans. 104 ans, on reste assis. Voilà, et Donald Trump est sans passer d'exiger la fin de la guerre et la réélection de Volodymyr Zelensky et son groupe de voleurs à soutenir l'Ukraine dans le conflit, c'est-à-dire à l'allongement des hostilités. Et si les Russes quittent vraiment l'Ukraine pour une raison quelconque, la presse convaincra la population que tout cela a été fait par Volodymyr Alexandrovitch et il sera réélu. Et aucun de ses proches criminels ne sera puni. Eh bien, peut-être qu'ils en trouveront un ou deux, ils diront « Ne vous inquiétez pas, nous vous donnerons une villa quelque part pour cela ». Eh bien, le chef ne va quand même pas punir les membres de sa propre bande pour vol, n'est-ce pas? C'est idiot d'attendre ça. Voilà, sauf s'ils ont volé directement au chef. Pour clarifier, ces revenus s'élèvent à des milliards de dollars provenant de l'Union européenne pour la période dont je viens de parler, n'est-ce pas? C'est exact. Des milliards, je pense. 20 milliards de dollars. 20 milliards de dollars. 20 milliards de dollars sur plusieurs mois. Oh, ce serait plus sur 16 mois, mais quelque chose comme ça, oui, c'est beaucoup d'argent. Le président Zelensky était en direct avec Brett Bayer hier et expliquait comment... Un problème est le financement de la guerre, ainsi que les difficultés avec Poutine. Regardez ici. Le président Trump comprend que nous devons exercer plus de pression sur lui. La pression de la part de l'Europe n'est pas suffisante. Ce sont nos partenaires, mais ce n'est pas assez. Nous avons besoin de pression directement sur Poutine, sur le réseau énergétique, sur leur système financier, sur le système bancaire et ainsi de suite. Nous en avons parlé en détail et nous comptons sur des sanctions de la part des États-Unis. D'accord, donc cela va se produire. Vous pensez que des sanctions seront imposées? Oui, le président Trump a essayé par tous les moyens possibles. Oui, il est prêt à imposer des sanctions, mais elles doivent venir de toutes les parties, pas d'un seul côté. Si nous parvenons à un consensus, nous pourrons rallier tout le monde à notre cause, absolument. Le président Trump est prêt à promouvoir son programme. Voilà l'avantage de son programme de domination énergétique. Et pourquoi a-t-il gagné les élections? Pour stopper la hausse des prix de l'énergie aux États-Unis, prendre la tête en intelligence artificielle et réindustrialiser notre pays. Nous pouvons aider nos communautés, nous pouvons apporter la paix et la prospérité. L'énergie, oui, c'est un outil pour le bien. Il parle beaucoup, comme on dit. Si je ne me trompe pas dans ce proverbe. Et d'ailleurs, le chef de l'OTAN... Pour commencer par votre première question, je pense que les deux recours à l'article 4 sont justifiés. Et cela est d'abord lié à l'impact de la menace des drones sur la Pologne. Il y en avait beaucoup, donc c'était différent de certaines autres intrusions. Je pense qu'il était clair que le gouvernement polonais devait invoquer l'article 4, ce qui a été très utile. Et aussi ici, lorsqu'il s'agit de l'Estonie, vendredi dernier, si l'on regarde l'emplacement et la durée de la présence de ces Mikoyan Gurevich, 31 à l'est,
Il me semble tout à fait justifié d'avoir eu cette consultation selon l'article 4, mais permettez-moi aussi de dire clairement que notre commandant suprême a tous les pouvoirs nécessaires, que cette alliance dispose de toutes les capacités requises. Pour que, quand les Russes, intentionnellement ou non, mais clairement par incompétence ou au moins par négligence et irresponsabilité, tenteront d'envahir l'espace aérien des Alliés et de l'OTAN, nous réagirons. Ils le savent et nous nous défendrons. L'incursion de drones et de MiG dans l'espace aérien de l'OTAN n'était bien sûr pas destinée à la reconnaissance ou à la préparation d'une invasion. Très probablement, il s'agissait d'une tentative de provoquer une réaction émotionnelle de l'OTAN, qui aurait abattu un avion ou même tous les avions et aurait permis au Kremlin d'attiser la colère du peuple et le désir d'aller défendre la patrie contre les ennemis, même si ce n'est pas vraiment défendre la patrie et qu'il n'y avait pas d'ennemis, n'existait pas. Et non, peu importe ce que la propagande moscovite peut dire, il n'y a pas d'ennemis. Vous affirmez que le système fonctionne. Mais n'aurait-il pas été préférable de prévenir ces vols? N'aurait-il pas été mieux qu'ils n'entrent jamais dans l'espace aérien? L'OTAN, si cela marche, et quelle pression cela met-elle sur l'OTAN après la déclaration de la Pologne, disant qu'ils allaient les abattre? Est-ce que cela rend le reste du flanc Est, où l'OTAN pourrait ne pas prendre la même décision dans sa mission de veille de l'Est, plus vulnérable si ce comportement continue? Et vous êtes sûr que c'est tout ce que vous pouvez dire sur Copenhague? Merci, merci. À la deuxième question, oui. À votre première question, j'ai écouté attentivement Donald Tusk, le Premier ministre polonais, hier. Je crois qu'il a dit que, si besoin, nous abattrons un avion. Nous avons déjà abattu un drone, si nécessaire. Et cela nous ramène exactement à ce que je viens de mentionner, à savoir que nous évaluerons toujours la situation, évaluerons la menace immédiate que représente l'avion et agirons rapidement et de manière décisive. C'est exactement ce qui s'est produit dans ces deux cas. Et je suis vraiment fier de nos pilotes de chasse qui font cela, ainsi que de nos commandants qui sont en contact avec eux et qui coordonnent toutes ces actions. Il est évident que ce que font les Russes est inacceptable. Que ce soit intentionnel ou non, c'est au moins irresponsable. Et cela doit absolument cesser. Et ce qu'ils verront maintenant ces dernières semaines, c'est que quoi qu'il arrive, nous sommes là. Et cela, comme vous le verrez dans la prochaine déclaration, ne nous détournera pas de notre soutien à l'Ukraine. S'ils pensent qu'ils peuvent y parvenir, je ne sais pas ce qu'ils ont en tête. Si c'était intentionnel, nous sommes encore en train d'évaluer cela. Nous continuerons également à soutenir l'Ukraine avec encore plus d'énergie et de détermination. Les actions russes vous ont conduit à un changement de position de Donald Trump, ce qui a immédiatement influencé l'attitude de l'OTAN face aux incidents à la frontière. Nous allons abattre, a déclaré le président Andrzej Duda. Nous allons vérifier et si nous décidons que ce que fait la Russie représente une menace, nous tirerons et abattrons. Quand le meneur change de direction, le troupeau suit. La meute, le troupeau, peu importe, suit derrière lui. Et comment la Russie réagit-elle ? Quelle est votre réaction aux propos du président Trump d'hier, notamment sur la possibilité pour l'Ukraine de récupérer tous ses territoires perdus ? Il a dit que les frontières d'origine, d'où cette guerre a commencé, sont tout à fait possibles. Qu'en pensez-vous ? Tout d'abord, j'ai été très surpris parce que Donald Trump a dit des choses complètement opposées au cours des 2 dernières années. Mais ensuite, quand j'ai regardé de plus près, j'ai compris que Donald Trump plaisantait. C'était sa blague pour Zelensky. Parce qu'à la réunion, d'après ce que je sais, Zelensky a dit à Donald Trump « Regardez, l'armée ukrainienne est très forte, l'armée ukrainienne avance, l'armée ukrainienne est forte, elle est maintenant prête à porter un coup à l'armée russe. » C'est Sergueï Markov, conseiller de Poutine. On parle d'anciens conseillers, mais il n'y en a pas vraiment avec Poutine. À Moscou, ils ont décidé de faire semblant que Trump plaisantait et se moquait de Zelensky. Interprétation très intéressante. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Là-dessus, Markov a raison. Pendant 2 ans, Trump disait autre chose, car il espérait que Poutine suivrait la voie de la raison et de la paix. Après avoir compris, après l'Alaska, que cela n'arrivait pas, Trump a changé de vitesse. Et regardez, nous avons arrêté le fonctionnement des stations-service en Russie, l'économie russe est en difficulté et ainsi de suite. Et Donald Trump, qui ne croit absolument pas en Volodymyr Zelensky, lui a dit en plaisantant
écoute, tu crois vraiment que tu peux vaincre l'armée russe qui a vaincu Napoléon Bonaparte et Adolf Hitler? En avant? Alors, vous pensez vraiment que Trump plaisantait? Pourquoi? Il a également déclaré que, selon lui, Moscou mène une guerre sans but depuis déjà 3 ans et demi. Et si c'était une véritable puissance militaire, elle aurait vaincu l'Ukraine en moins d'1 semaine. Aussi, supposons, je crois que Donald Trump critique en partie la Russie et critique Vladimir Poutine parce que Donald Trump veut obtenir le prix Nobel de la paix pour avoir arrêté la guerre en Ukraine. Et il fait pression sur les deux parties, la Russie et l'Ukraine, et essaye du côté russe d'être plus prêt à faire des compromis. En Russie. En fait, je parle très sérieusement en ce moment. Ils ne peuvent pas imaginer qu'une personne veuille arrêter le massacre simplement parce qu'elle veut arrêter le massacre. Ils sont convaincus que Donald Trump veut en tirer un avantage personnel. Et rien d'autre ne leur est venu à l'esprit à part « Ah, il veut le prix Nobel de la paix, c'est pour ça qu'il agit ». D'ailleurs, Donald Trump aurait déjà dû recevoir le prix Nobel pour les accords d'Abraham. Oui, à 100%. Une autre pour l'Inde et le Pakistan, une troisième pour le Congo et le Rwanda, encore une pour la Thaïlande et le Cambodge, sans parler de tout le reste. Mais à cause de ce prix Nobel de la paix, précisément celui-ci, pas les autres, oui, la 7e ou la 8e là-bas, mais à cause de celui-ci. Il fait des pieds et des mains. Mon Dieu, quels idiots pitoyables, assis sur un pipeline de pétrole, balançant les jambes. Et pourtant, ils pensent qu'ils ont des valeurs fondamentales. Je pense que Donald Trump ne satisfait pas à cela. De son point de vue, Poutine n'est pas prêt à un compromis de ce genre qui est nécessaire pour un accord de paix. Nous ne sommes pas d'accord avec cela. Nous pensons que si la Russie ne prend pas Odessa, Kharkiv et Kiev, c'est déjà un énorme compromis. Un compromis afin de poursuivre le processus politique contre la langue russe et l'Église orthodoxe est impossible. En un mot, des menteurs, des meurtriers, des salauds, ils sont innombrables en Russie. Ils sont nombreux et innombrables. Kaya Kallas, elle est actuellement vice-présidente de la Commission européenne. Elle a été, je crois, dirigeante. Elle a été première ministre estonienne. Elle a résumé les conséquences du changement de position de Trump, des négociations avec l'Ukraine et de la position de l'Union européenne après le changement de politique de Trump. Hier, le président Trump a publié sur les réseaux sociaux qu'il pensait que l'Ukraine pouvait récupérer toutes ses terres. Ce qui est très différent de son ton habituel. Même il y a 3 semaines, il disait que l'Union européenne devrait soutenir cela. Quelle est la voie à suivre? C'était aussi une déclaration très positive. Je veux dire, avant cela, j'ai aussi rencontré des Ukrainiens qui avaient rencontré le président Trump et eux aussi ont dit que c'était une très bonne rencontre. En demandant, vous savez, comment les États-Unis peuvent soutenir l'Ukraine et en disant que l'économie de la Russie n'est pas au mieux de sa forme. Tout ce que nous avons également lu dans le Post. Donc, nous avons suivi cette ligne et nous saluons vraiment le changement de ton. Le président a aussi évoqué la possibilité de progresser en Russie. L'Europe est-elle prête à acheter plus d'armes pour ensuite les transférer à l'Ukraine? Eh bien, nous faisons beaucoup. Je veux dire, rien que cette année, notre soutien militaire à l'Ukraine s'est élevé à 25 milliards, ce qui est plus que n'importe quelle autre année. Il est clair que nous devons aider l'Ukraine à se défendre parce que, comme l'a dit le président Zelensky dans son discours, si nous laissons faire, la Russie ira simplement plus loin. Nous devons les repousser. Nous devons également dire que cela est inacceptable et qu'il ne faut pas permettre à l'agression de porter ses fruits. Avez-vous une idée des pays européens qui sont prêts à fournir plus de fonds lorsqu'il s'agit de l'Ukraine, que ce soit par un financement direct? Eh bien, nous avons différentes initiatives pour aider les pays européens, aider l'Ukraine, mais aussi investir davantage dans notre propre défense. Et nous consacrons beaucoup de moyens à cela. Bien sûr, c'est difficile. Cela oblige les États membres à prendre des décisions difficiles, comme réduire les dépenses sociales ou augmenter les impôts, ce qui reste impopulaire. C'est très clair, mais nous sommes dans une situation où nous devons investir dans la défense.
Et le problème, c'est qu'il faut le faire alors que vous ne ressentez pas encore ce besoin. Donc, il faut prendre la décision bien avant d'avoir réellement besoin des capacités de défense. En le faisant, vous dissuaderez l'agresseur de s'intéresser à vous. Prêt à infliger à la Russie des sanctions sévères, mais seulement si l'Union européenne commence à faire ce qu'elle a promis et promet de faire, il faut suivre. Trump a aussi affirmé hier que les États-Unis étaient prêts à imposer des sanctions plus strictes et des tarifs contre la Russie, mais uniquement si l'Union européenne agit de manière unie. Nous observons un mouvement. L'Union européenne dit que lorsqu'il s'agit de choses comme les combustibles fossiles, elle est prête à imposer ces tarifs. Mais cela fait déjà 3 ans et 7 mois que nous sommes dans cette guerre. Pourquoi a-t-il fallu que le président Trump convainque Bruxelles de faire ce que Bruxelles savait probablement depuis le début? Non, excusez-moi. Nous avons imposé 19 séries de sanctions et nous aimerions que nos partenaires agissent à l'unisson avec nous, car nous avons exercé une forte pression. Le prochain paquet que nous proposons inclut aussi les crypto-monnaies, les institutions financières et l'énergie. Oui, ce que dit le président Trump à propos de l'énergie, c'est vrai. Nous en avons parlé pendant... C'est pour... Je sais que vous en parlez spécifiquement depuis des années. Oui, depuis longtemps, car nous dépendions de la Russie. Maintenant, nous nous en détournons. Et la vérité, c'est que cela devrait aller plus vite. Nous essayons de pousser les quelques États membres qui achètent encore de l'énergie russe. Pour montrer que si vous voulez que cette guerre s'arrête, vous devez vraiment arrêter de financer cette guerre qui est alimentée par les combustibles fossiles. La Hongrie, la Belgique, la France, pensez-vous qu'ils sont vraiment prêts à le faire? Je parle de ces pays. Je parle des pays qui en dépendent. Certains font de grands pas et d'autres non. Donc c'est clair. Certains sont de grands amis du président Trump, ce qui a également été notre appel au président Trump pour qu'il leur parle. Par exemple, la Hongrie, pour que cela soit nécessaire, les voisins autour, comme la Hongrie, ont proposé une solution pour obtenir de l'énergie des voisins et ne pas dépendre de la Russie. Mais pour l'instant, ils ne le souhaitent pas vraiment, car l'énergie est beaucoup moins chère. Les mots-clés France, Belgique, Hongrie et ainsi de suite ont été mentionnés. Ils achètent des ressources énergétiques à la Russie, sachant que l'argent sert à acheter des balles et des missiles qui tuent d'ortin des Ukrainiens, parce que les ressources énergétiques venant de Russie sont moins chères. Le meilleur ami de l'Ukraine, Emmanuel Macron, achète de l'énergie à la Russie, sachant que son ami est bombardé grâce à cet argent. Mais c'est moins cher, après tout. Voilà, c'est tout. Il serait intéressant de calculer les économies de la France, puis de les diviser par le nombre d'Ukrainiens tués. Nous saurions précisément quelle part l'ami français a dans la mort de chaque citoyen d'Ukraine, tant aimé par le français. Il a fallu faire quelque chose. Vous savez, comme on a demandé un jour à un Géorgien, « Est-ce que vous aimez les tomates en Géorgie ?» Vous aimez en manger, a répondu le Géorgien, un fier montagnard. Sinon non, c'est pareil pour la France. Boire, discuter, même se promener ensemble, on aime bien. Sinon non. Considérez-vous que cette position des États-Unis, que certains qualifient de revirement total, soit concrète? C'est visible. Combien de temps cela durera-t-il? Eh bien, nous saluons ces déclarations et ces changements. Un tone, comme je l'ai dit, construisons là-dessus. Ce sont aussi des mesures concrètes. Du côté européen, nous restons sur cette ligne en joignant les actes à la parole. Nous soutenons l'Ukraine, renforçons notre défense, investissons plus et faisons pression sur la Russie, comme nous l'attendons de tous nos alliés. Sur les 18 paquets de sanctions, aucun n'a fonctionné. Et la jeune femme, donc, la nôtre, qui dit « Regardez tout ce que nous avons fait pour l'Ukraine ». C'est comme si 2 boxeurs se battaient et l'assistant de l'un d'eux tapotait doucement l'autre dans le dos, pensant qu'il l'aide à l'arrêter. Sont-ils stupides ou peut-être rusés et avides? Ou peut-être sont-ils simplement stupides, rusés et avides? Nous avons 2 grands problèmes avec la Chine. L'un d'eux, ce sont les pratiques économiques qu'ils utilisent contre les entreprises européennes, ce qui nuit vraiment à nos entreprises, à notre industrie et à notre économie. Et l'autre problème, c'est qu'ils sont un complice clé de la guerre de la Russie en Ukraine. Nous avons eu un sommet Union européenne, Chine, souligner ces points.
vraiment abordé et agi en conséquence. Si vous regardez le paquet de sanctions, nous imposons également des sanctions contre des entreprises chinoises qui permettent la poursuite de cette guerre. Encore une fois, il fait l'innocent. Après 18 paquets, ils l'ont finalement publié sous la pression de Trump. Il l'appelle le 19e, mais c'est le premier où il y a une pression sur certaines entreprises chinoises. Et elle présente cela comme si nous faisions pression sur eux. Bien sûr, nous faisons pression. Petite menteuse, va. Alors, où allons-y? Disons que nous sommes partisans du libre-échange, donc nous n'utilisons pas les tarifs comme mesure, mais nous exerçons des pressions d'autres manières. Alors, répondez s'il vous plaît à la question. Pourquoi des droits de douane ont-ils été imposés sur les produits américains? Pourquoi êtes-vous contre les droits de douane? Sur les produits agricoles américains, il y avait 20% sur les voitures américaines, 10% et sur les voitures européennes allant aux États-Unis. Nous prenions 2,5%, c'est-à-dire simplement pour justifier les frais de dédouanement. Les droits de douane étaient principalement peu élevés, mais sur les produits vins chinois, ils étaient dans la plupart des cas de 2 à 2,5%, parfois jusqu'à 3%. Mais cela, c'était avant les derniers changements introduits en lien avec les soi-disant guerres commerciales de Trump. Il est étrange que les droits de douane avec les États-Unis soient considérés comme moraux et bienvenus, alors qu'avec la Chine, ils vont à l'encontre des points de vue européens sur le libre-échange. Il est donc évident que l'Union européenne se contente de discuter de la fin de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ils continuent d'acheter de l'énergie et ils ne vont pas rivaliser avec la Chine en imposant des droits de douane. Alors, à quoi bon toutes ces discussions si, de toute façon, vous n'allez rien faire? Parce que quand on mange joliment, ça fait du bien à l'âme. Eh bien, réfléchis là-bas, et puis encore là-bas. 6000 Ukrainiens mourront cette semaine au Canada. Mais en revanche, nous avons ressenti un tel plaisir à prononcer ces mots agréables, doux, langoureux et sucrés. Avec de tels amis, l'Ukraine n'a pas besoin d'ennemis. Mais c'est malheureusement le prix à payer pour avoir cru aux bonnes fées et aux merveilleux gentils magiciens qui allaient arriver et sauver la situation. Un jour à Odessa, j'ai assisté à cette scène sur la plage. Sur l'affiche, il était écrit « Le sauvetage des noyés est l'affaire des noyés eux-mêmes ». À l'époque, cela m'a semblé tellement idiot, étrange, drôle. Aujourd'hui, ça ne me semble plus du tout. Malheureusement, chers Ukrainiens, c'est amer, c'est blessant, mais c'est la vérité. C'est la seule personne au monde qui peut vous sauver. Vous y résistez vraiment avec acharnement d'ailleurs, c'est pour cela que vous le détestez. Désolé d'insister, mais vous devez comprendre. Vous êtes obligé de comprendre, sinon vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Le président Trump insiste sur la paix lors de la réunion de l'Organisation des Nations Unies, tout en soutenant pleinement l'Ukraine dans sa lutte contre l'invasion russe. Quelle journée hier! Le correspondant principal à la Maison-Blanche, Peter Doocy, nous rejoint avec les détails. Bonjour Peter. Le président Trump dit maintenant, peut-être que la Russie est un tigre de papier. Nous avons parcouru un long chemin depuis le début du mandat et il était convaincu qu'ici, à la fois Poutine et Zelensky sont têtus. C'était un peu inattendu pour moi, vous avez raison. J'ai reçu des signaux très positifs de l'autre côté, indiquant que Trump et l'Amérique seront avec nous jusqu'à la fin de la guerre. Oui, nous verrons bien. C'est vrai, on verra. Mais moi, que Dieu fasse que ce soit ainsi. Voici la position actuelle du président Trump sur l'Ukraine. Après avoir compris la situation militaire et économique entre l'Ukraine et la Russie, ainsi que les problèmes économiques causés à la Russie. Je pense que l'Ukraine, avec le soutien de l'Union européenne, est en position de se battre et de récupérer toute l'Ukraine dans sa forme initiale. La carte montre la Russie s'approchant des frontières de l'OTAN en Europe en explorant l'espace aérien avec des chasseurs. Quelque chose que dit le président Trump devrait entraîner des représailles. Monsieur le Président, faut-il que l'OTAN abatte les avions russes entrant dans leur espace aérien? Oui, je suis d'accord. Quels progrès, selon vous, ont été réalisés pour mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine depuis la dernière fois que vous avez vu le président Zelensky? Eh bien, le plus grand progrès, c'est que l'économie russe est maintenant dans un état terrible. Comme vous le savez, elle s'effondre. Et honnêtement, l'Ukraine s'en sort très bien pour arrêter cette très grande armée.
Il y a quelques semaines, lors de ses rencontres avec Poutine en Alaska et Zelensky à la Maison-Blanche, le président Trump a évoqué un échange de territoires. Céder des terres ukrainiennes à la Russie et russes à l'Ukraine pour finir la guerre n'est plus d'actualité. Il croit que l'Ukraine peut tout reprendre et tente toujours de jouer les médiateurs entre la Russie et l'Ukraine pour mettre fin à la guerre. Il ne cherche pas à créer des coalitions internationales comme l'Organisation des Nations Unies, où la Russie est toujours membre permanent du Conseil de sécurité. Aujourd'hui, le secrétaire d'État Rubio rencontrera le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Eh bien, avant la fin, comme c'est souvent le cas chez nous, la cerise sur le gâteau. Je pense que Pétréus est l'un des chefs militaires les plus talentueux de notre époque. Chaque fois qu'un conflit éclate, son analyse m'intéresse, mais il s'exprime rarement en public. Voici une occasion unique d'entendre l'avis de cette personne exceptionnellement talentueuse. Si vous regardez l'Ukraine et que vous la suivez depuis le début, les innovations et les progrès, et encore leur application, sont à nouveau époustouflants. Comment ont-ils coulé un tiers de la flotte russe de la mer Noire sans disposer d'une flotte? Alors, comment compenser ces énormes lacunes? Vous innovez en guerre électronique, mais en luttant pour survivre, vos héros technologiques repartent chez eux. Ils servent en fait dans ces unités d'ailleurs, principalement en civil, dans la guerre électronique. À part le fait qu'ils développent les systèmes de drones les plus avancés, ils sont aussi en première ligne dans un domaine sur lequel nous avons dépensé des milliards et que nous n'avons toujours pas perfectionné. Quelqu'un qui a créé et vendu plusieurs entreprises dans la Silicon Valley est allé en Ukraine juste après l'invasion. Et il a dit « Je suis ici pour aider ». Il trouve un moyen d'aider et c'est de produire ce produit spécifique, si on peut dire ainsi, qui est maintenant en quelque sorte comme Amazon. Pour les systèmes d'armes, l'optique, les composants, tout cela qui sont utilisés par des entreprises soutenant les efforts ou directement par des organisations militaires. Donc, ils peuvent utiliser leur carte de crédit et cela ne sera pas livré en 24 heures, mais cela peut prendre quelques jours pour arriver jusqu'à la ligne de front. Ce qu'il révèle est stupéfiant. Un regard sur une nation qui transforme le désespoir en innovation, les garages en arsenaux et le code en puissance de combat. C'est l'histoire d'un peuple en infériorité numérique et moins bien armé, mais qui change pourtant la nature même de la guerre. L'équilibre des forces se déplace non pas grâce à la force brute, mais grâce à une ingéniosité inlassable. Et tandis qu'il analyse l'avenir de la guerre avec une précision chirurgicale, le présent saigne déjà sur le champ de bataille. Parce que, même lorsque la Russie met tout en œuvre dans des tentatives désespérées de façonner le lendemain, sa guerre d'aujourd'hui s'effondre en temps réel. L'exemple le plus clair est un endroit que Vladimir Poutine avait promis de transformer en victoire, et qui devient maintenant son humiliation. Autrefois proclamé comme la réalisation phare de la campagne russe de 2025, Pokrovsk devait devenir le symbole de l'élan irrésistible de Moscou. Cet été, le Kremlin a lancé l'offensive avec un nombre stupéfiant de 110 000 soldats, convaincus que la seule supériorité numérique écraserait la défense de l'Ukraine. Le plan était aussi froid que calculé, encercler la ville de tous côtés, l'étouffer, puis porter une attaque sur plusieurs fronts pour l'arracher des mains ukrainiennes. Sur le papier, c'était la tempête parfaite. En réalité, ce fut une catastrophe. Parce qu'il n'y avait pas assez de soldats, la stratégie était insuffisante. Et maintenant, le mythe de l'invincibilité de la Russie s'effondre sous nos yeux. Pokrovsk, une forteresse, une ville qui aurait dû tomber rapidement, tient toujours sous le drapeau ukrainien. L'offensive estivale, annoncée comme la grande renaissance de la Russie, n'a pas pris Pokrovsk et s'est muée en chaos. Pendant que l'Ukraine riposte, les localités autour de la ville sont reprises une à une, pas à pas, au prix du sang. La terre que la Russie se vantait d'avoir conquise lui échappe, telle du sable entre les doigts. Ces 110 000 soldats, qui devaient être une force irrésistible, se sont transformés en débris. Les unités brisées sont dispersées sur le champ de bataille, trop désorganisées pour tenir leur ligne, sans parler d'avancer. Même les soldats russes le ressentent. Selon un rapport d'Euromaidan Press du 16 septembre, ce qui reste du contingent russe autour de Pokrovsk s'est transformé en attaques désespérées, catastrophiques et de petite envergure. Des attaques désespérées, brisées par la défense de l'Ukraine et ne laissant derrière elle que des débris. Ce qui devait être l'apogée des succès de Poutine n'est plus qu'un cimetière de projets ruinés et de vies brisées. Sur cette note, nous allons conclure. Au revoir et à la prochaine.